Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans cette partie 2 de l'épisode 2 du Globecast. Les drapeaux sont rouges et les républicains en liesse. Nous sommes toujours aux États-Unis. Je suis Noé Koff et pour rappel, accompagné de Gustave Bouillon. Bonjour. Nous avons commencé dans une première partie du podcast, que nous vous invitons bien sûr à consulter, par revenir sur quelques-unes des entrées les moins convenues au poste de pouvoir. Du neveu de John Fitzgerald Kennedy à la présidente de la plus grosse ligue de catch du pays. Pour prolonger cette discussion autour de la nouvelle administration Trump, revenons maintenant sur les entrées les plus convenues de celle-ci, qui semblent être le fruit d'un processus de sélection motivé par certes les mêmes préoccupations, mais qui nous permettront d'approfondir les grandes orientations du mandat à venir. Le Globecast 2.2, c'est parti! Commençons par Suzy Wiles, directrice de campagne jusqu'en novembre et nommée chef de cabinet à la Maison-Blanche. Elle devient la première femme d'ailleurs à occuper ce poste. Trump l'a décrit comme une figure essentielle et universellement admirée dont il souligne le rôle lors des campagnes de 2016 et de 2020. Figure de l'ombre, Suzy Wiles présente en effet une expérience politique de longue date. Elle a déjà travaillé dans les années 70 auprès du représentant Jack Kemp et de Ronald Reagan. La future chef de cabinet est décrite par son entourage politique comme une force discrète, surnommée la jeune fille de glace, dont on reconnaît la capacité à modérer l'impétuosité de Trump et à influencer le président sans aller à la confrontation directe. Son approche de la gestion de cabinet est globalement perçue comme un facteur stabilisateur, notamment au regard des désaccords majeurs qu'avait pu avoir le président avec ses précédents chefs de cabinet. Néanmoins, si elle est plutôt respectée, certains observateurs s'inquiètent aussi de sa loyauté à Donald Trump dans le remodelage institutionnel que le président compte entreprendre. Au secrétariat à l'agriculture maintenant, c'est Brooke Rollins qui se prédestine à prendre la tête de l'organe. Avocate de formation et de métier, Rollins a été directrice du Conseil de politique intérieure de la Maison-Blanche lors du premier mandat de Donald Trump. Elle est connue pour son engagement dans la protection des agriculteurs et vers une autosuffisance alimentaire états-unienne. Elle a par ailleurs cofondé l'America First Policy Institute, un think tank conservateur, en 2021. Conservatrice des plus traditionnelles, il apparaît d'ailleurs plausible d'envisager des divergences quant au projet politique de Brooke Rollins et de Robert Kennedy Jr. En effet, même si son programme au niveau de l'agriculture reste encore flou, le climato-scepticisme, ou du moins l'indisposition aux restrictions environnementales de Rollins, semble difficile à faire coïncider avec l'agenda du secrétaire à la santé, qui prône l'abandon de nombreux pesticides et produits chimiques alimentaires. Pour ce qui est du secrétariat au Trésor, Donald Trump a fait le choix de Scott Bessent, financier milliardaire et fondateur de Key Square Capital Management. Ancien collaborateur de George Soros, il succède à Janet Yellen. En nommant ce dernier, Trump entend mettre l'accent sur l'innovation, la compétitivité et une stabilisation du dollar. Il semble en effet que les États-Unis fassent face à des problématiques budgétaires d'ampleur. En 2024, le déficit budgétaire du pays atteint 1830 milliards de dollars et Bessent entend adopter la stratégie qu'il nomme 3-3-3 pour pallier à ce déficit. Elle repose sur 3 mesures. La première est la réduction du déficit budgétaire pour atteindre 3% du PIB d'ici 2028. La deuxième repose sur une stimulation de la croissance de 3% par la dérégulation de l'économie. Et enfin, sur le plan industriel, le nouveau secrétaire au Trésor entend augmenter la production pétrolière de 3 millions de barils par jour. Ces annonces semblent enthousiasmer les marchés financiers, notamment par la baisse d'impôts promise et la dérégulation de secteurs comme l'énergie et la finance. Mais en parallèle, certains économistes redoutent des effets inflationnistes à ces politiques, notamment du fait de la hausse des droits des douanes et des expulsions massives de migrants annoncées. Au secrétariat d'État ensuite, c'est Marco Rubio qui obtient la bénédiction du président entrant. Affilié à l'aile conservatrice des Républicains, il reste néanmoins à l'écart de la mouvance anti-establishment de Donald Trump et de Ted Cruz. Rival de Trump lors de la primaire républicaine de 2015, il échoue face à ce dernier et s'y rallie durant la campagne de 2024. Son conservatisme couvre plusieurs plans, ce dernier étant anti-avortement, opposé à l'Obamacare, favorable à la peine capitale, anti-immigration et climato-sceptique. Dans son domaine d'expertise, soit les affaires étrangères, Marco Rubio souhaite incarner une politique pragmatique visant principalement à affaiblir l'alliance Russie, Chine, Iran et Inde. Comme Donald Trump, sa principale préoccupation est de contrer l'influence grandissante de la Chine, considérée comme la principale rivale géopolitique des États-Unis. La Maison-Blanche voit une opportunité majeure dans la conclusion d'une paix des forts en Ukraine. Éloigner la Russie de Pékin pourrait ainsi renforcer l'équilibre international de prédominance états-unienne, une stratégie chère à Rubio. Il prévoit donc en parallèle de renforcer la présence militaire américaine en Asie face aux ambitions de Pékin en mer de Chine.
Rubio souhaitait également accélérer le partage du fardeau en Europe, encourageant les nations européennes à assumer davantage de responsabilités dans leur sécurité. Ce repositionnement, qui vise à alléger le budget fédéral américain, ne signifie pas une rupture avec les alliés européens, mais plutôt une redéfinition des rôles dans le dispositif de défense sur le vieux continent. Rubio affiche également une hostilité marquée envers ce qu'il qualifie de troïka de la tyrannie, un axe regroupant le Venezuela, le Nicaragua et Cuba. Profondément opposé au socialisme sous toutes ses formes, il aurait joué un rôle clé, selon The New Republic, dans le soutien à Juan Guaidó durant le premier mandat de Donald Trump. Concernant le Sahel et le Moyen-Orient, Rubio privilégie une approche indirecte pour lutter contre Daesh et le terrorisme, misant sur les forces sunnites locales plutôt que sur une intervention militaire américaine directe. Enfin, sur un registre plus insolite, Rubio s'intéresse de près aux ovnis et affirme croire que l'armée américaine pourrait posséder des technologies extraterrestres. Une conviction qui ne manque pas de susciter la curiosité. Nul doute que Rubio sera bientôt fixé sur cette question lorsqu'il accédera aux dossiers les plus secrets de la Maison-Blanche. Par ailleurs, pour incarner cette politique étrangère, Elise Stefanik, élue au Congrès en 2014 à seulement 30 ans, pourrait être nommée ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Investie chez les Républicains depuis l'ère Bush, elle s'est fait remarquer en 2019 et 2020 en défendant Donald Trump lors de la procédure d'impeachment. Initialement proche de l'aile modérée du parti, elle s'est positionnée contre les discriminations anti-LGBT et en faveur de l'accord de Paris. Cependant, après 2020, elle s'est radicalisée, adoptant la thèse des élections truquées et rejoignant le camp pro-Trump. Sa nomination serait riche en symboles. D'une part, elle reflète la méfiance affichée de Donald Trump à l'égard du multilatéralisme et particulièrement des institutions onusiennes. D'autre part, elle témoigne une volonté d'intégrer les nouvelles générations de cadres républicains en propulsant des figures jeunes et prometteuses à des postes clés. Ce choix peut également être vu comme une ouverture vers l'aile la plus modérée du parti, moins stricte sur les questions sociétales et culturelles, mais davantage axée sur un recentrage des priorités nationales et une politique fédérale tournée vers l'intérieur. La nomination de Stefanik à ce poste incarnerait une posture combative envers les institutions multilatérales, souvent perçues comme financièrement dépendantes des États-Unis. Par ailleurs, elle est connue pour ses positions fermement pro-israéliennes et pour ses critiques acerbes à l'encontre de l'ONU sur le dossier de Gaza, accusant cette dernière de mener un agenda antisémite. 2025 marque ainsi un virage clair dans l'approche politique de Donald Trump. Alors que son premier mandat était incarné par des profils conservateurs plutôt conventionnels et pas toujours en phase avec ses approches idiosyncratiques, sachant que par idiosyncratique, l'équipe du Globecast, en plus d'ajouter une pièce à son bocal d'un mot compliqué, entend l'approche émotionnelle et réactrice du mandat de 2016, Trump a donc assuré un ensemble de nominations s'impliquant pleinement dans la rhétorique agressive du président. Ce premier critère supplante donc celui de l'expérience politique, ce nouveau mandat étant marqué par des profils de nommés néophytes et dont l'expérience politique est réduite. Ces derniers sont de fervents défenseurs de la ligne trumpiste, qu'ils aient rejoint le camp républicain plus tôt ou plus tard. Cette analyse est d'ailleurs partagée par Max Miller, représentant républicain de l'Ohio, que l'on écoute tout de suite. Republicans agree. I believe that the president is probably rewarding him for being such a loyal soldier to the president that Mr. Gates will never get confirmed by the Senate whatsoever. He's never been a team player and he's never helped out this conference. En définitive, peu nombreux sont ceux susceptibles de mener une opposition de front au président sur des divergences d'idées ou de mener plus globalement une quelconque entrave à l'agenda personnel de Donald Trump. Au-delà de la problématique d'une approche très personnelle de la politique par le président, le choix de personnalités médiatisées installe la nouvelle administration états-unienne sur une pente glissante vers un populisme exacerbé et une pratique de la politique fondée sur l'image, soulevant certaines inquiétudes quant à la gestion concrète des défis de santé et d'éducation. Cet effectif controversé et surtout son manque de cohérence met le doigt sur une problématique structurante du projet politique de Trump pour les 4 prochaines années, son manque de cohérence et d'une colonne vertébrale quant à l'approche idéologique de ce mandat. Si certains profils revendiquent leur approche anti-establishment, des personnalités médiatiques bien intégrées au paysage politico-médiatique américain ont rejoint l'équipe et des cadres plus traditionnels du Parti républicain font aussi partie intégrante du prochain effectif de la Maison-Blanche, permettant de rassurer la frange la plus modérée du parti. Ce manque de cohérence se ressent à plusieurs niveaux. En matière climatique, certaines personnalités présentent la même approche climato-sceptique que le président Trump, plaidant pour donner la priorité aux énergies fossiles pour intensifier l'exploitation des puits pétroliers du pays, tandis que d'autres affichent leur attachement à des projets de protection environnementale. Elon Musk, sur ce point, reconnaît volontiers la nécessité d'amorcer une transition écologique, reconnaissant l'urgence d'une action cohérente et affirmée sur les questions environnementales. Sur ce point, il apparaît assez clair que les grandes orientations du mandat suivront plutôt la première mouvance. Au terme du survol de ces profils, il apparaît que les deux grandes priorités affichées pour ce mandat sont la sécurité et la dérégulation économique.
Pour la première, parmi les premiers postes que Trump s'est empressé de remplir, on trouve ainsi le secrétariat d'État à la Défense, le Conseil à la sécurité nationale, la direction de la CIA ou encore l'ambassade états-unienne à l'OTAN. Cette première orientation coïncide avec la focale sécuritaire adoptée par le candidat lors de sa campagne. Cette focale est aussi politique, car en agissant de la sorte, Trump souhaite se positionner en prévision du bras de fer à venir entre sa présidence et les multiples interférences éventuelles pouvant venir des grandes agences et des milieux sociaux, économiques et médiatiques qui lui sont hostiles. Par la nomination précoce de loyalistes à la tête des agences et institutions de sécurité et de renseignement comme la CIA, Trump cherche aussi à se prémunir et à se positionner favorablement face à ce qu'il désigne comme étant l'État profond américain. Pour la seconde priorité, plus économique, la création d'un bureau pour l'efficacité gouvernementale et la promulgation d'objectifs d'ampleur, comme les 2000 milliards d'économies du budget fédéral, couplés à la volonté de changer d'échelle de contrôle sur l'éducation, clarifie une politique budgétaire à la fois austère et ambitieuse, reposant sur une réduction nette des dépenses superflues, mais reposant aussi sur une certaine réduction de la taxation, qui pourrait se faire par des découpes dans l'État lui-même et dans certains services publics, comme l'enseignement. Cela dit, cette dérégulation concerne surtout la scène intérieure. Sur le plan de la scène extérieure, on doit s'attendre au contraire à une régulation beaucoup plus forte par l'État fédéral de ce qui rentre et de ce qui sort du marché américain, suivant une volonté protectionniste face à la Chine d'abord, mais aussi face à la concurrence sur le marché mondial, prise de façon générale, et notamment avec l'Europe. C'est donc surtout à un renversement de paradigme économique, financier, fiscal et commercial qu'il faut s'attendre. Un changement qui serait plus orienté vers un souverainisme libéral, où l'État fédéral intervient moins en interne dans la vie des citoyens et des acteurs économiques, mettant la priorité sur la liberté d'entreprendre, la liberté d'expression, les droits constitutionnels, et ainsi de suite. C'est également un paradigme dans lequel l'État intervient moins à l'étranger, dans des théâtres militaires lointains et pour des causes qui concernent peu les Américains, mais où il intervient par contre beaucoup plus au niveau des frontières, que ce soit pour l'immigration, qui touche à la fois aux questions d'économie et aux questions de sécurité, ou pour le commerce, l'objectif étant de protéger l'industrie et donc indirectement la classe ouvrière américaine. En définitive, l'administration Trump 2025 augure un tournant marqué par des nominations controversées et l'accentuation d'une approche populiste. Les choix de personnalités médiatiques peu expérimentées, telles que Pete Hegseth et Mehmet Oz, illustrent une volonté de s'entourer de figures marquantes et connues qui lui sont fidèles, quitte à le faire au détriment de l'expertise traditionnelle. Cette stratégie, bien que susceptible de galvaniser une base électorale populaire, soulève des inquiétudes quant à la capacité de l'administration à gérer des enjeux complexes tels que la santé publique et l'éducation. Les priorités affichées, centrées sur la sécurité et la dérégulation économique, témoignent ainsi d'une volonté de rompre avec les normes établies depuis la fin de la guerre froide, en s'appuyant à la fois sur une rhétorique populiste et anti-establishment, et tout à la fois sur des promesses de changement radical pour les conditions de vie des classes populaires et moyennes américaines. Cependant, cette approche pourrait engendrer tout au long du mandat des tensions internes, notamment entre les différentes factions du Parti républicain, et face à des défis croissants pour l'Amérique. Ainsi, si l'administration Trump semble déterminée à poursuivre un agenda que certains plébiscitent et qualifient d'audacieux, son manque de cohérence idéologique et son approche basée sur l'image et le verbe pourraient entraver sa capacité à proposer un corpus cohérent de politique sur l'ensemble du mandat. Quoi qu'il en soit, on peut dire à bien des égards que les 4 prochaines années apparaissent cruciales dans l'observation de ce que seront les États-Unis de demain et des dynamiques politiques qui les structureront. Mais ça, bien sûr, c'est pour un prochain épisode. En attendant, on se retrouve le mois prochain pour l'épisode 3 du Globecast, toujours évidemment sur Négopolis. Au revoir à tous!